la question de la descendance royale dans l'Espagne catholique était celle du droit divin s'incarnant dans un être humain à la tête d'un empire et d'un palais. Le long cheminement de ce fil de l'origine, Velázquez le structure à la fois sur le plan et dans le cube perspective du tableau. Il l'a habilement composé en plan rectangulaire, enroulé en escargot. Faut-il voir là une allusion à la légende de Dédale, prisonnier de Minos, hautement estimé, comme Velázquez l'était de Philippe IV? Pour garder Dédale près de lui, Minos avait offert une récompense à celui qui accrocherait un fil au fond d'une coquille d'escargot. Seul Dédale eut l'intelligence de l'attacher à une patte de fourmi. Continuons alors de filer la métaphore. Le roi n'avait-il insisté pour que Velázquez rentre de son second voyage alors qu'il désirait le prolonger? Diego était aussi Icare, fils de Dédale, prisonnier du château. La seule issue pour lui était dans l'ascension hiérarchique du palais. Ses ailes, ce sont celles de la croix de Saint-André que le roi lui fera obtenir. Eh bien, la bête noire, le Minotaure maintenant, c'était aussi cette question abstraite, métaphysique, obscure de l'origine, éclairée par tous du nom de Dieu, mais que Velázquez, spirituel et réaliste, a dû ressentir dans la présence directe, a su synthétiser dans la fiction de son tableau. La toile retournée, ses marches au fond éclairées vers l'ouverture, suggèrent un revers mystérieux. Le grand chevalet cache l'image. Rien d'autre pourtant n'y est peint que ce que nous voyons dans le tableau. Si chaque spectateur est à la place du roi et de la reine, c'est qu'ils sont porteurs symboliques du sujet et que ce sujet, c'est nous-mêmes, le sujet humain, relation non seulement homme-femme, femme et homme, mais femme et homme à enfant, et relation globale à l'ensemble de ce monde qui nous contient à partir de son origine. Voilà le tour de force que réussit Velázquez. Il décrit le sujet comme intégralité d'un trajet issu de l'origine qui s'incarne dans la procréation royale et se tient là, présent, dans l'ombre et la lumière de son devenir. La lumière extérieure fait le tour de la scène derrière les murs, revient à droite par la farandole d'enfant vers l'infante, dans l'axe de ses parents, près du peintre, et plonge en même temps dans le volume de la pièce et à la diagonale de la robe de la Ménigne, pour se retrouver dans le peintre et revenir en boucle au revers de l'image, à la place de la reine et du roi. Velázquez dévoile ainsi le sujet au revers de toute représentation, le trajet de la création active, derrière, en amont et au-delà des apparences. En ouvrant la salle au fond vers un espace de lumière et en plaçant le roi et la reine hors du tableau, Velázquez soulève tout le volume cubique de la perspective et le situe dans un espace plus large, global, circulaire, traversé par lui dans cette boucle entre les pôles que sont la lumière suggérée en dehors
et le spectateur extérieur à la toile inclus dans un ici et maintenant. La vie des créatures se trouve ainsi placée dans un endroit subtil où l'écheveau de relations qui constitue un monde, la pelote du visible, se tient dans l'espace d'une lumière en clair-obscur, omniprésente et cachée. La zone de fuite au-dessus du miroir et au-delà de la porte est visible et masquée, dans une symétrie du déroulé et du rideau qui renvoie à notre position en face du tableau. Le point de fuite du lointain est ainsi ramené au centre, à la croisée des regards, dans cette boucle où se concentre et se diffuse, éparse, l'étincelle de création et de vie. C'est la lumière concrète du divin qu'indique ce point de fuite éludé, lumière de la création du monde qui coule dans les corps de la famille royale et les salles du palais. C'est pour cela que les commentateurs de Velázquez ont vu dans ce tableau la théologie de la peinture. Cette lumière divine qui vient d'en haut comme le dé au-dessus de la tête du roi père, c'est aussi celle du monde où s'agite le jeu politique et les responsabilités. Dans le couple royal, la domination masculine est marquée. Elle est inscrite dans l'ordre de la salle, avec l'éducation religieuse, la chaperonne et le garde du corps qui leur inculquent le maintien. Le regard enfantin de l'infante est sous l'œil avisé de son père et du peintre. La fonction du peintre à la cour, clairement signalée par le châssis, mis à part le génie, c'est la production d'une image royale et de sa descendance. Le tableau doit véhiculer la présence royale dans l'espace et dans le temps. Mais n'est-ce pas ce que fait aussi le corps de la femme dans la généalogie des royautés? La création picturale et la procréation royale sont deux thèmes qui se tiennent ici par la main. Voilà. La maisonnée se repose du monde extérieur, dans ce salon où autour des Ménignes s'imbriquent tant de dimensions. L'infante est là, mise en lumière, comme un cadeau au centre de la transmission. On est loin d'une ambiance de crise, menace, reproche, duel ou abus, mais entre chien et loup, comme à la retombée. Mais n'est-ce pas la vie, tout simplement, incarnée dans l'infante et son cortège? Et l'amour, contrarié sous le poids des étiquettes? N'était-ce pas l'amour dans les fileuses, au centre? Et n'est-ce pas l'amour qui tend au spectateur le miroir de la face cachée de Vénus? Je ne sais pas si Picasso a pensé à tout ça quand il a résumé le Velázquez dans ses Ménines en 57. Il faudra aller vérifier. Je vous remercie de votre attention à la peinture. À bientôt.